Chers fans d'une galaxie lointaine, très lointaine, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo et vous donner mon avis sur ce fameux épisode 4 qui fait beaucoup parler. The Acolyte fait beaucoup parler, dis donc. Même quand on a un petit épisode, c'est le cas de le dire, et ben ça fait parler, ça remue un peu tout le monde sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et ben c'est parfait, on va en parler les amis. Je vais d'abord vous donner un petit peu dans le détail les points positifs que j'ai trouvé à l'épisode, mais également les points négatifs. Ensuite je vous donne mon avis global et on réagira à une certaine polémique sur cet épisode 4. Et enfin, je vous donnerai mes théories et peut-être ce que j'attends pour les prochains épisodes. Et on finira, tradition oblige, par une petite note sur 5 à l'épisode. Les amis, mon avis sur l'épisode 4 de The Acolyte, c'est parti. Alors les amis, je vous préviens tout de suite, par contre je vais être en full spoiler, je pense que vous le savez pour ceux qui connaissent un petit peu les vidéos à vie. Maintenant je full spoil, on va pas, faut qu'on rentre dans le détail, surtout si je commence à faire des sections sans spoiler sur un épisode d'une vingtaine de minutes, ça va pas le faire. Donc effectivement épisode très court les amis, mais bon j'ai quand même décelé quelques points positifs. Je vais vous les énoncer maintenant et puis ensuite on reviendra bien entendu sur les points négatifs. Et je vais pas mentir, j'en ai trouvé pas mal. Donc pour commencer, j'ai trouvé quand même pas mal de dialogues intéressants. Bien entendu, l'épisode est composé quasi que de ça, entrecoupé de scènes pour montrer un petit peu les décors, mais en soi on n'est que sur des dialogues entre deux personnages, quasi, excepté la fin bien entendu en apothéose pendant 35 secondes de l'épisode. Donc on a d'abord ce premier échange entre Osha et Jeki après l'entraînement de Jeki. Ça fait plaisir quand même de voir les Padawans s'entraîner. Donc moi je sais pas, Osha, je la sens pas, j'ai l'impression qu'elle manipule un peu, elle fait trop la gentille. Donc est-ce que vraiment, voilà, ça doit être un ange tombé du ciel, Osha, ou non, j'ai l'impression qu'il y a un peu de manipulation là-dedans, en tout cas, je l'espère pour qu'il se passe quelque chose. Mais Jeki, en tout cas, c'est sa meilleure copine, quoi. On a l'impression qu'elle apprécie vraiment Osha. Donc c'est intéressant, ça va être intéressant de suivre l'évolution de leur relation. On a ensuite pas mal de passages entre Osha et Maître Sol. Donc on en a un au Temple Jedi de Coruscant et ensuite sur Koffar. Celui-là est très intéressant, surtout concernant Maître Sol. On a un passage et un échange que j'aime beaucoup entre Yord Fandar, qui est un peu mon personnage préféré, je vais pas mentir, avec Maître Sol. Mais Yord, j'aime beaucoup, il est stylé et il a l'air gentil. J'aime bien la rigueur comme ça, un peu de Jedi. Donc effectivement, j'aime bien Yord qui du coup parle à Osha. Et j'ai pas mal aimé ce passage. Également, là pour le coup c'est un dialogue assez important, même si le retournement je trouve est un petit peu rapide de Mei, mais l'échange entre Mei et Kimir est bien entendu important, où elle explique justement qu'elle va se retourner et on en parlera un petit peu plus tard dans les théories. Je trouve également que niveau DA, donc direction artistique, ça va un poil mieux. Je trouve là ça y est, on commence à identifier quelques vaisseaux. Donc là par exemple le gros vaisseau de Jedi dans lequel ils partent sur Koffar, je trouve quand même que celui-là était plus identifiable et effectivement donne une vibe, je sais pas, j'ai retrouvé un peu une vibe un peu cinquième élément dans ce vaisseau. Donc effectivement j'ai bien aimé. Là on change un petit peu des différents vaisseaux qu'on a pu voir aux différentes époques. Ça me fait plaisir parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo avis des 3 premiers épisodes. Je trouvais qu'il n'y avait pas de différence vraiment marquée entre cette période de la Haute République qui est censée se passer un siècle avant la menace fantôme et ce qu'on peut voir dans la menace fantôme en termes de costumes, en termes de vaisseaux, de design de vaisseaux, etc., etc. Là en l'occurrence, le vaisseau de transport Jedi, je le trouve assez stylé et assez reconnaissable, donc j'étais content. On a aussi le vaisseau de Mei ou le vaisseau de Kimir, je ne sais pas exactement à qui appartient le vaisseau, mais ce vaisseau en 2 parties reliées par les ailes un petit peu externes, là, j'ai trouvé ça très original. Moi qui trouvais que ça manquait un petit peu d'originalité dans les designs de vaisseaux, etc. Là, celui-là, clairement, on l'identifie tout de suite. Donc, mea culpa, là, je suis assez content de retrouver ça en design de vaisseau.
On découvre également Basil, qui est un pisteur, qui est censé justement pouvoir retrouver la trace à travers son odorat. Et clairement, j'ai bien aimé déjà son design et la façon dont il est habillé, le casque, etc. J'ai trouvé que c'était assez recherché, que c'était sympa. Et pour le coup, là, ils se sont un petit peu creusé la tête et j'ai trouvé ça très sympa. On a aussi un passage dans une forêt assez lugubre où justement on voit des espèces d'insectes avec des carapaces accrochées à des arbres qui sont en train de dormir. Osha, bien entendu, a la bonne idée d'en toucher un. Moi, je croyais au début que c'était les insectes qu'on voyait dans le jeu vidéo Jedi Survivor et dans Jedi Fallen Order aussi, peut-être un des deux. Il y avait un insecte qui me faisait penser à ça. Au final, je pense que ça n'a pas de rapport. Il faudrait peut-être revérifier, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Parce que du coup, celui-là vole. Dans mes souvenirs, celui auquel je pensais ne volait pas. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et d'ailleurs, dans cette scène, il y a vraiment un détail que j'ai beaucoup aimé. C'est Maître Sol et la posture de Jedi de Maître Sol, qui est en fait avec le sabre sur le côté comme ça, comme Qui-Gon. Et comme on sait que justement l'inspiration de Lee Jong-jae et donc pour le personnage de Maître Sol c'était Qui-Gon Jinn, clairement je pense que c'est fait exprès ce rappel là. Donc la pose Jedi au sabre laser, en tout cas pour un combat de sabre laser de Maître Sol, c'est celle de Qui-Gon clairement. Alors effectivement pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on a quand même une fin d'épisode qui nous a tous, je pense, foutu un petit peu les frissons. C'est clair que le design du site, ou est-ce que c'est vraiment un site, on ne sait pas, on verra bien, on en reparlera tout à l'heure, mais clairement il fout les boules. J'avais les frissons, franchement il faisait flipper. La façon dont il arrive derrière, on le voit dans le flou, qui descend en lévitant un petit peu, il arrive, et puis ce casque qui fait vraiment flipper, là pour le coup il fout les boules, c'est assez bien fait, c'est pas le casque de motocross de Kylo Ren clairement. Celui-là il fait très peur, on retrouve une vibe Vador, même un peu plus flippante que Dark Vador quand il est dans la forêt sombre comme ça, t'as pas envie de le croiser, je te le dis direct. Donc non, ça c'était vraiment en apothéose. Et bien entendu le seul problème c'est que ça dure 30 secondes montre en main la scène à mon avis. Donc non, c'était trop faible et du coup on va basculer forcément sur les points négatifs. Mais pour rester sur les points positifs, effectivement c'était quand même 35 secondes de bonheur. Alors c'est trop peu, c'est sûr, mais c'était quand même assez intéressant et moi j'ai vraiment rigolé intérieurement. Et puis après l'épisode, quand j'ai repensé à Osha qui se fait valdinguer comme ça, juste avec un petit coup de doigt, comme ça, là ça m'a fait rire. Et non, ça se voit la puissance et tout qui dégage. Et non, franchement ça fait flipper. Donc ça c'était vraiment bien. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. J'espère qu'ils vont s'appuyer là-dessus pour la suite et le reste des épisodes. Passons maintenant aux points négatifs. Et il y en a quelques-uns, les amis, sur cet épisode, je vais pas vous mentir. Déjà, la durée de cet épisode, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible. T'enlèves le générique de début et de fin, j'ai regardé, c'est 27 minutes, on est sur moins de 30 minutes utiles vraiment dans l'épisode. Alors ok, je veux bien que ce soit un épisode de transition, qu'on va passer sur la deuxième partie de la série, parce que effectivement il y a un petit découpage, on sent qu'il y a un petit découpage en deux. Donc là ça y est, on arrive enfin dans le vif du sujet avec la découverte du site, ou la parenté site, en tout cas utilisateur du côté obscur. Mais c'est vraiment trop court, et en plus de ça, ils arrivent dans un épisode qui est court à nous faire des longueurs. C'est-à-dire que vraiment, l'épisode, tu vois qu'il y a des moments de marche, etc., où ça traîne un petit peu en longueur. Ça sert pas à grand-chose, tu aurais pu avancer, accélérer un peu le rythme. Voilà. Autant, c'était une qualité que je trouvais sur les 2 premiers épisodes, il y avait un très bon rythme, je trouvais. Là, cet épisode, il est ultra mal rythmé. On passe de dialogue en dialogue avec des scènes entre qui ne servent quasi à rien. On va d'un point A à un point B pour les personnages, on pourrait directement aller au point C, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des étapes intermédiaires. Je vous ai dit qu'il y avait des dialogues que je trouvais bons,
mais il y a aussi des dialogues où ça fait redite. C'est-à-dire qu'Osha, elle dit une chose à Sol, ensuite elle va dire la même chose à Jeki. Je pense à un exemple sur Kofar, où Osha, purée, elle parle Osha, elle débite quand même sur cet épisode. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça très très intéressant la plupart du temps. Donc ouais, dialogue inutile, des longueurs, sur un épisode de 27 minutes, déjà ça part mal. Ça part mal quand tu penses ça part mal. The Acolyte dispose d'un beau budget, donc faire des épisodes de moins de 30 minutes, franchement, je trouve ça un poil abusé. Surtout qu'on n'a pas des saisons de 26 épisodes, hein. On est sur 8 épisodes. Voilà, 27 minutes, en plus tu nous les sors, c'est pas Netflix, hein, vous nous les sortez toutes les semaines, donc s'il vous plaît, respectez-nous un peu, respectez nos mercredis, on est content de retrouver la série, donc si c'est que pour 27 minutes, c'est trop court. Un autre point que j'avais commencé un petit peu à soulever dans les 3 premiers épisodes, mais là vraiment j'ai tiqué, c'est je trouve les décors un peu cheap. Alors certains, pas tous, mais regardez un petit peu tous les plans où il se passe quelque chose, c'est-à-dire pas des plans d'illustration de planète. Quand on voit marqué Kofar, etc., là on a des plans larges, on voit une forêt, c'est pas ce qui coûte le plus cher à mon avis à faire en intégrant des grands arbres dans une planète et dans un paysage déjà existant. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'on voit un vaisseau se poser ou qu'on voit les personnages évoluer dans un décor où on est censé avoir un plan large, on voit toujours de la fumée, du brouillard pour justement qu'on n'ait pas cette sensation, en tout cas il n'y a pas de plan large, on ne peut pas voir ce qui se passe véritablement derrière les personnages, pour justement se concentrer uniquement sur les persos. Je trouve que ça fait étouffant et ça témoigne clairement d'un manque de moyens. Alors où est passé l'argent? Parce que comme je disais, la série dispose quand même d'un budget sympatoche, moins qu'Andor, mais plus qu'Ahsoka et plus qu'Obi-Wan Kenobi. C'est clair que Ahsoka et Obi-Wan avaient certains défauts, notamment Obi-Wan d'ailleurs, sur les décors, etc. Mais là, justement, c'est quasi le double. On est aux alentours de 100 millions de dollars pour Obi-Wan et Ahsoka. Là, on est sur 180 millions de dollars. Où est passé l'argent quand même? Parce que je trouve que c'est pauvre. Et alors, le must, c'est dans la forêt de Kofar. Quand vous voyez un peu les Jedi évoluer et également Mei et Kimir évoluer dans la jungle, je trouve que ça fait décor carton-pâte. Les rochers, on n'y croit pas une seconde. Du coup, à chaque fois que tu les vois en arrière-plan, il y a toujours une espèce de falaise de rochers ou une végétation très dense pour pas voir à plus de 3 mètres derrière le personnage. Non, c'est étouffant, ça se voit que c'est en studio. Ça manque quand même clairement et cruellement de décors naturels. Alors c'est dommage, il y a des arbitrages sûrement à faire au niveau du budget, mais je trouve sincèrement que c'est quand même assez pauvre. Et là, c'est un gros bémol quand même que je mets. Alors je tique toujours et c'est peut-être une obsession, vous me direz, mais je trouve la musique toujours absente. Effectivement, il va y avoir un peu de musique qui accompagne certaines scènes, pourquoi pas, mais déjà aucun thème ne se dégage, c'est-à-dire vous ne pouvez pas identifier un générique ni un thème d'un personnage. Sur Star Wars, c'est une première, je pense, parce que sur Andor, on identifiait clairement au moins le générique de début. Sur Obi-Wan, on avait le thème d'Obi-Wan. Sur Ahsoka, on avait son thème et le générique aussi était pas mal, la musique du générique. Même le livre de Boba Fett, qui est très décrié, a raison sur plein d'aspects. En termes de musique, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez bien. Donc non, franchement, et je parle pas de Mando bien entendu, et je rentre même pas dans les films. Mais là, en termes de musique, c'est quand même le plus faible. Je veux bien qu'il y en ait qui aiment un petit peu, mais il n'y a rien qui ressort. Si vous comparez avec tout le reste, c'est vraiment à la dernière place du classement, c'est une certitude. Et énorme regret pour notre ami Wookie Kelnaka, parce que franchement, je voulais voir un petit peu ce Wookie évoluer, savoir, voilà, le voir vraiment combattre. Alors ok, on le verra sûrement dans un flashback, au moins un, c'est une certitude. Mais très honnêtement, je trouve qu'on n'en a pas eu assez. En plus, la promesse de fin d'épisode dernier et ensuite de ce début d'épisode où on le voit pour au final le retrouver en fin d'épisode mort avant même que Mei ou Osha ait pu lui adresser la parole. Quel gâchis. Quel gâchis. Enfin,
C'est un regret. C'est un regret parce qu'après, peut-être que pour le bien de l'histoire, je peux le comprendre. De toute façon, il est sur une liste où il était en sursis parce qu'effectivement, là maintenant, il manque plus que Maître Sol sur la liste des assassins. Donc effectivement, au niveau de l'histoire, c'est peut-être logique, mais j'aurais aimé quand même en voir un peu plus. Après, j'ai pas envie non plus qu'il y ait 12 000 flashbacks, donc c'est ça qui m'embête. Bon, on le verra au moins dans un flashback. On le sait, on en a parlé avec ce qu'on a pu voir dans les trailers et les clips. Maintenant, c'est quand même un regret de ne pas voir un Jedi Wookiee un peu plus longtemps à l'écran. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas été super emballé par cet épisode 4. C'est très moyen. Honnêtement, c'est très moyen, c'est très court, décor un peu cheapos. Ouais, franchement, il y a trop de défauts sur cet épisode pour vraiment dire que je l'ai surapprécié. Alors bien entendu, j'ai très envie de voir l'épisode 5. Étant donné comment ça finit, c'est le but bien entendu sur une série, c'est de vouloir teaser le prochain épisode. C'était peut-être un défaut qu'avaient certaines séries de Star Wars, donc là je trouve que c'est plutôt pas trop mal fait, c'est vraiment conçu comme une série, pas comme un film. Donc ça c'est pas mal, ils ont tous les codes de la série. Maintenant, si je vous dis le fond de ma pensée, c'est qu'à mon avis, cet épisode, on aurait pu le raccourcir vraiment en 10 minutes quoi. Et que ce soit un premier acte en sautant bien sûr quelques passages, etc. Mais ça aurait pu être le premier acte d'un gros épisode de 40 ou 50 minutes. Tu condenses ça en 10 minutes, tu fais sauter quelques dialogues, quelques voyages, et au final, ça avance quoi. Surtout qu'en plus, tu fais 27 minutes pour avoir un cliffhanger à la fin. Alors, qui est certes bien fait, mais le problème c'est que ce cliffhanger, les amis, on l'avait déjà vu dans le trailer, on voyait déjà ce qui se passait, on avait vu le design et le casque du site ou l'utilisateur du côté obscur. Donc avoir un petit épisode court comme ça pour avoir un cliffhanger qui au final visuellement était déjà connu des fans, c'est moyen les amis, faut se dire la vérité, c'est quand même moyen cet épisode. Ça juge pas de la qualité globale de la série, mais en tout cas cet épisode est en dessous. Et ce qui sauve un petit peu quand même cet épisode, c'est bien entendu les quelques dialogues que je vous ai dit qui sont assez intéressants. La découverte de Basil qui est un personnage inédit et un petit peu rigolo, on voit un peu de nouveauté. Et enfin cette fin flippante, même si elle était connue dans le trailer et dans les différents clips. Mais elle était quand même pas mal foutue. Dans ma vidéo réaction, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais effectivement j'étais un petit peu surpris, en frisson, en suspense, et donc c'est ça qu'on attend forcément. Donc ça sauve quand même un petit peu cet épisode que j'ai trouvé très moyen. Alors stop, arrêtez tout. Il y a une polémique qui est arrivée que je ne comprends pas, mais alors là vraiment je ne comprends pas. Franchement, je ne suis pas un défenseur ultime, mais alors loin de là, de Lucasfilm et de Kathleen Kennedy. C'est-à-dire que je suis pas dans l'adoration de tout ce qui sort actuellement. Il y a toujours plein de défauts que je trouve, mais là, sincèrement, la polémique sur Ki-Adi-Mundi, mais vraiment, je ne la comprends pas. C'est en train de hurler à droite à gauche sur ouais, ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils sont en train de revenir sur ce que a dit George Lucas, etc. On va faire le point doucement des informations que j'ai pu récolter, mais je trouve que cette polémique, elle a vraiment pas lieu d'être. Donc déjà, premièrement, l'âge de Ki-Adi-Mundi dans les films, il n'est pas donné. On le voit bien entendu dans La Menace Fantôme, dans l'épisode 1. Dans l'épisode 3 aussi, on voit sa mort avec l'Ordre 66, bien entendu. Mais il n'est pas fait mention de son âge ou même de son année de naissance dans les films. Il est juste indiqué dans un CD-ROM sorti par Lucasfilm en 99 pour accompagner la sortie de La Menace Fantôme, qui s'appelle Le Guide de l'initié Star Wars épisode 1, que Ki-Adi-Mundi a 60 ans au moment de La Menace Fantôme, et donc on en déduit que son année de naissance est en 93 avant la bataille de Yavin. Donc ça, c'est des infos qui nous sont données en 1999 pour la sortie de l'épisode 1. Vous savez ce qui s'est passé avec Disney au moment du rachat en 2014. Disney a dit on prend que les films et The Clone Wars et tout le reste est Legends. Donc bien entendu que une information obscure dans un CD-ROM sorti par Lucasfilm qui donne un âge d'un personnage, mais bien entendu qu'ils vont pas le prendre en compte ça. Déjà qu'ils n'ont pas pris en compte des éléments vraiment très bons de certains romans Legends ou certaines BD Legends, mais là une info sur un âge d'un personnage un petit peu secondaire, bien entendu qu'ils vont pas le prendre en compte. Donc du coup,
là, ce qu'on apprend, c'est que Ki-Adi-Mundi vit plus longtemps que ce qui était indiqué dans ce fameux CD-ROM, et qu'au final, l'espèce des Céréens est une espèce un peu à l'instar de Yoda qui peut vivre très longtemps, peut-être pas autant que Yoda qui a 900 ans au moment de la trilogie originale, mais en tout cas qui vit plus longtemps. Je ne vois pas où est le débat. Quand j'entends des trahisons envers George Lucas, etc., c'est vraiment ceux qui veulent chier gratuitement sur la série pour moi. Parce que non seulement c'est pas grave en soi, sauf si c'était vraiment un élément central d'un roman sur Ki-Adi-Mundi sorti après le rachat de Disney, donc qui aurait été dans le canon, qui nous racontait sa jeunesse, que ce soit dans une BD ou dans un roman, oui, ça aurait été plus problématique, je suis d'accord avec vous. Mais non seulement ce n'est pas ça, et en plus ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est dans Legends et ça sort d'un guide comme ça un petit peu obscur. Donc, redescendons. Il y a des défauts dans cette série, c'est une certitude. Chaque semaine, j'essaye de les exposer très objectivement, enfin objectivement, subjectivement, parce que ce n'est que mon avis au final. Mais j'essaye d'être le plus objectif possible dans le sens où je ne suis ni un adorateur de Lucasfilm et de Kathleen Kennedy, ni de dire que c'est de la merde gratuitement, tout simplement. D'autant plus qu'à mon avis, ceux qui ont crié un petit peu vraiment à l'hérésie, au fait que justement on respectait pas le lore, que même c'était une incohérence totale par rapport à ce que dit Ki-Adi-Mundi dans l'épisode 1 en disant que les Sith avaient disparu depuis près de 1000 ans, je pense qu'ils l'ont mis dans cette série justement pour justifier à mon avis cette phrase-là. J'ose espérer, après je peux me déjuger complètement, hein. Mais sur les épisodes suivants, on va comprendre pourquoi Ki-Adi-Mundi dit ça. Peut-être que justement l'acolyte, peut-être que May va expliquer, soit mentir, soit tout simplement expliquer que c'est pas véritablement les Sith, c'est peut-être un ordre dissident comme a été évoqué durant le petit briefing que s'était fait le petit conseil Jedi avant de partir avec Vernestra et Maître Saul. Donc je pense en plus qu'ils nous l'ont mis dans la série justement pour justifier ça et pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc je trouve que on va vite un petit peu en besogne et comme j'ai dit dans la première vidéo avis, il faudra voir la saison dans son entièreté pour pouvoir véritablement juger et dire ensuite s'il y a des incohérences ou pas. Mais pour le moment ça ne sert à rien, tant qu'il y a des mystères, de partir en live et de pousser des cris, c'est pas sérieux pour moi, c'est pas sérieux. On va essayer de se projeter un petit peu sur la suite justement et sur ce qu'on va pouvoir développer dans les 4 derniers épisodes. Alors, je vous l'ai dit déjà en début de vidéo et je le sens comme ça, je sens qu'il y a un truc pas clair avec Osha. Alors peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être un peu comme Rey, le personnage parfait, zéro défaut, etc. Mais il y a eu quand même 2-3 indices qui nous ont, qui m'ont perturbé, moi en tout cas, et j'ai trouvé qu'il était un peu bizarre pourquoi ils nous donnent ce genre d'infos là dans les 3 premiers épisodes. Allez voir ma vidéo avis si vous l'avez pas vue. Et là c'est un petit peu pareil. Au moment où May se retourne et dit à Kimir non, ma loyauté elle va envers ma sœur, etc, faut que je la retrouve, je vais même me rendre au Jedi, assez surprenant quand même. Elle avait pour mission de tuer des Jedi et tout, elle était partie dedans et maintenant qu'elle sait que sa sœur est en vie, du coup elle a switché du tout au tout, elle veut se rendre au Jedi et du coup faire des révélations. Apparemment, je pense qu'elle veut essayer de faire comme une monnaie d'échange pour justement éviter un petit peu la prison et voilà. De l'autre côté, on a Osha qui est un peu... quand elle parle de May, tout de suite elle dit c'est un assassin, c'est une meurtrière, en l'occurrence ce qui est vrai, mais elle aurait pu essayer de défendre un petit peu sa sœur en arrondissant les angles, et au final c'est elle qui a le discours le plus dur. Même Maître Sol a plutôt envie de sauver May, a plutôt de l'empathie pour elle, et c'est Osha qui est très dur et qui au contraire va parler à Yord en disant Yord, Maître Sol, en gros, c'est un peu un ange envers May, mais toi, il faut que tu n'hésites pas à pouvoir la tuer, en gros, de ce qu'on comprend, si jamais elle avait des intentions vraiment hostiles. Je trouve que c'est 2 discours quand même un peu bizarres et particuliers. Maintenant, à voir effectivement ce que ça peut donner par la suite. Parce que du coup, avec ce dialogue entre May et Kimir, on sait maintenant clairement les intentions de May. Donc elle veut se rendre à l'ordre Jedi, elle veut retrouver sa sœur, elle veut tout expliquer, etc. Les intentions de Osha, on les connaît pas vraiment, on sait pas véritablement ce qu'elle veut faire. Elle veut pas être intégrée à l'ordre Jedi, elle veut pas
retrouver véritablement sa sœur. C'est Saul qui la rattrape pour essayer de venir l'aider à ramener, ou tout du moins la retrouver. Donc on ne connaît pas véritablement les projets d'Osha, et ça me fait toujours avoir des doutes aussi sur ce personnage. Et je me dis, est-ce que au final, Osha, on ne sait pas plus sur ce qui s'est passé sur Brendock? Et ça va venir avec la deuxième théorie, enfin théorie plutôt question, qui est pourquoi Maître Saul se sent-il coupable? On le sent clairement dans cet épisode. Alors, on avait déjà un petit indice dans les 3 premiers épisodes, mais là vraiment dans cet épisode, il le dit clairement. Tu vas affronter ton passé comme j'affronterai le mien. Une fois que May sera en sécurité à bord, je dirai toute la vérité, je te le promets. Bon, cette phrase, clairement, ça veut dire qu'il y a vraiment de grosses révélations à faire, que ça pèse quand même sur les épaules de Maître Saul, surtout qu'on a vu que Vernestra se méfie quand même de quelque chose et se méfie de Saul. Elle se doute que toute la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est véritablement passé sur Brendock, et c'est pour ça que les Jedi Indara, Torbin et Kelnaka se font assassiner. Et en plus, la façon dont il le dit, je trouve que c'est un peu particulier, c'est-à-dire pourquoi il a besoin de faire la promesse à Osha qui va dire toute la vérité? Il dit pas je vais te dire, je te dirai toute la vérité. C'est je dirai toute la vérité. En gros, j'avouerai plus ou moins mon crime ou un truc comme ça. Comme si Osha connaissait et savait ce qui s'était véritablement passé. Est-ce que c'est une des raisons, et pourquoi pas la raison pour laquelle Osha a quitté l'ordre? Et je vous dis, ça irait un petit peu dans le sens de la théorie que j'avais évoquée dans les 3 premiers épisodes et dans ma vidéo avis, sur le fait que Osha, au final, a une connexion au côté obscur, ou tout du moins à sa sœur, et peut-être qu'au final Osha n'est pas la gentille qu'on veut décrire depuis ces 4 premiers épisodes. Et enfin, partons du côté obscur, parce que c'était quand même la promesse de The Acolyte, et c'est aussi un des défauts, peut-être on reviendra à la fin, on jugera à la fin de la saison, mais effectivement je trouve qu'on est vraiment côté Jedi, on est beaucoup plus côté Jedi, alors que je pensais qu'on allait vraiment parler des Sith et du côté obscur. Maintenant il y a une notion qui a été donnée par May qui est l'ultime leçon. C'est le fameux « tu dois aller tuer un Jedi sans armes ». Et elle déclare à Kimir, elle dit « je pense que c'est pas un test, au final c'est pas un test, c'était comme un exercice au début qu'elle devait faire, c'était un objectif qu'elle avait de tuer un Jedi sans armes, mais elle s'est rendue compte avec les 2 Jedi qu'elle a affrontés que c'était trop compliqué, que ce soit Torbin ou que ce soit Maître Indara. Alors Maître Indara c'était impossible, elle était trop forte, et de l'autre côté Torbin il était protégé par le vœu qu'il avait fait. Donc du coup elle a tué Indara avec les poignards et elle a tué Torbin avec le poison. Donc elle a toujours pas tué de Jedi sans armes, et du coup c'est ça qui fait que aujourd'hui elle doute, elle se dit c'est impossible, ils sont trop forts. Est-ce qu'au final cette ultime leçon, est-ce que c'est un vrai test, ou est-ce que c'est pas une manœuvre où elle se fait pas un petit peu manipuler, mais pour au final mourir tout simplement et se faire tuer par un Jedi, peut-être le 4e. C'est ce qu'espère peut-être le Sith qui l'envoie faire ça. Je dis le Sith, mais peut-être uniquement l'utilisateur du côté obscur, parce qu'effectivement, comme il est dit dans l'épisode, c'est peut-être un ordre dissident. Donc à voir exactement ce qu'ils vont nous dire. On attend ces explications, on pensait avoir des indices au moins sur les 4 premiers épisodes. On n'en a toujours pas, on va avoir des réponses sur cette fin de saison 1. Une petite note maintenant les amis sur le Jar Jaromètre. Bon, épisode trop court, on va pas s'éterniser. Il y a quand même beaucoup de défauts, j'ai trouvé. 2 sur 5. Rythme, la durée de l'épisode, des longueurs en plus de ça. Et en plus je suis gentil parce que 2 sur 5 par rapport à l'épisode 3, bon, j'aurais pu mettre 1. On va rester sur 2. Et en espérant véritablement que pour l'épisode 5, j'espère qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus rythmé, qui nous donne des réponses, où on sent que l'histoire avance, puis quelque chose de plus dense, quoi, avec vraiment des infos importantes et des choses qui se passent. Donc voilà les amis, mon avis sur l'épisode 4 de The Acolyte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des théories, etc., ou si vous voulez me corriger sur un truc, n'hésitez pas vraiment. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça me donne énormément de force. J'ai
besoin de vous les amis, j'ai besoin qu'on fasse grandir cette communauté Parlons Star Wars. On démarre la chaîne, donc allez-y s'il vous plaît, abonnez-vous pour être sûr de rien louper de toutes les prochaines vidéos. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Acolyte. J'espère un peu plus long cette fois. Ciao les amis, que la force soit avec vous. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.